Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les dés sont désormais jetés au thème des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. Les formations politiques ayant pris part au scrutin sont fixées sur le sort. 2 jours après la publication des grandes tendances par la Sénat, la Cour constitutionnelle a rendu public les résultats définitifs. Les rideaux sont tombés ce dimanche sur la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au thème d'une finale serrée. Le Sénégal décroche ainsi son 2e sacre continental au détriment du Maroc. Et puis en Afrique du Sud, un bus transportant des écoliers a eu un accident dans la province du Gauteng, tuant au moins 13 enfants. Le verdict des urnes est tombé à l'issue des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. La Cour constitutionnelle a procédé à la proclamation des résultats définitifs du scrutin. Selon les chiffres officiels publiés par l'institution, seuls 2 partis de la mouvance présidentielle acquise au chef de l'État, Patrice Talon, se sont partagés l'ensemble des 109 sièges de l'Assemblée nationale. Écoutons un extrait des propos du professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Et les bulletins valides. L'absence de mandataire des candidats à certains postes de vote, le défaut de signature des documents électoraux par des mandataires, la signature de plusieurs procès-verbaux de déroulement du scrutin par une même personne, des plis non transmis par la Sénat. Que certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote. Que ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il convient de le valider. Sur le taux de participation, considérant qu'au plan national, le scrutin du 11 janvier 2026 a permis d'établir les données ci-après. Nombre d'inscrits, 7 878 726. Nombre de bulletins nuls, nombre de votants d'abord, 2 878 726. Nombre de bulletins nuls, 89 734. Nombre de suffrages valablement exprimés, 2 788 992. Taux de participation, 36,74%. Sur l'éligibilité et à l'attribution des sièges, considérant que l'article 146 nouveau, alinéa 1er et 2 du Code électoral énonce, je cite, « Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. » Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Que le nombre de suffrages valablement exprimés obtenus par les différents partis politiques en compétition dans chacune des circonscriptions électorales législatives, article 3, dit que la présente proclamation des résultats définitifs ouvre droit à l'exercice de recours devant la Cour dans un délai de 10 jours à compter de ce jour aux candidats ainsi qu'à toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection. La présente décision est immédiatement notifiée au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel. Avant la proclamation officielle des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle ce lundi, la Commission électorale nationale autonome avait déjà rendu public
le samedi dernier la liste provisoire des députés élus à l'issue des dernières élections législatives. Suivant. Décision année 2026, numéro 004, Sénat, PT, rapporteur, DGE, SP, portant publication des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale au scrutin du 11 janvier 2026. Vu les délibérations du Conseil électoral en sa séance du 17 janvier 2026, décide. Article 1er. Au sortir des urnes, les statistiques globales du scrutin ont été les suivantes. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 877 773. Suffrages valablement exprimés, 2 790 347. Bulletins nuls, 87 426. Nombre de postes de vote, 17 350. Taux de participation, 36,73. Article 2. Les grands chiffres des résultats par parti politique. La Sénat rend public les scores obtenus par chaque formation politique au plan national. Bloc républicain, entre parenthèses BR, nombre de suffrages au plan national, 1 022 462, ce qui fait 36,64%. Force Coli pour un Bénin émergent, FCBE, 135 525, ce qui fait 4,86%. Les démocrates, en sigle LD, 450 405, en pourcentage 7,14%. Mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, 33 837, ce qui fait 1,21%. Et enfin, cinquième partie, Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau, 1 148 118, ce qui fait 41,15%. Autre volet de l'actualité dans la matinée de ce lundi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Au cœur des échanges, les deux personnalités ont abordé plusieurs axes majeurs de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé et de l'eau. Écoutons l'ambassadeur à sa sortie d'audience. On a parlé des excellentes relations bilatérales entre les Pays-Bas et le Bénin, originées de décennies et orientées dans la coopération internationale. Les Pays-Bas et le Bénin travaillent bien ensemble, entre autres dans le domaine de santé, dans le domaine de l'eau et dans le domaine de sécurité alimentaire. On a discuté quelques exemples de notre collaboration. Par exemple, le programme orienté à un foncier national qui a démarré il y a quelques ans dans 12 communes, mais avec l'ambition de couvrir
tout le Bénin avec un cadastre national où on travaille avec l'expertise néerlandaise et avec le financement de Pays-Bas, mais aussi de Banque mondiale. On a parlé aussi de l'expertise que le Pays-Bas a dans le domaine de gestion de eau. Et ça se concrétise, se matérialise entre autres dans un grand projet qu'on est en train de développer pour la gestion intégrale de lac Nokway, où on envisage des îles artificielles, le dragage et les embarcadères. Un lac peut être un frein à le développement, mais ça peut être aussi stimuler le développement. Et ça, c'est exactement notre idée. On a aussi mentionné que pour les prochaines années, les Pays-Bas vont continuer la coopération internationale, comme j'ai dit, avec focus sur santé, eau et sécurité alimentaire, mais aussi élargir les relations vers les relations économiques et commerciales et contribuer aussi à les objectifs de sécurité et stabilité qui sont à l'intérêt commun du Bénin et des Pays-Bas. Et sur la scène internationale, l'homme fort du Guinée est connu. Il s'agit de Mamadi Doumbouya. À la tête des forces spéciales, il a pris le pouvoir par la force le dimanche 5 septembre 2021. Ancien légionnaire français revenu en Guinée il y a seulement 3 ans, il avait d'abord gagné la confiance d'Alpha Condé avant de se retourner contre lui. Qui est Mamadi Doumbouya? Les réponses dans cet élément. Il est désormais président de la République de Guinée. Le 4 janvier 2026, la Cour suprême l'a officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Mamadi Doumbouya entame ainsi un mandat de 7 ans à la tête du pays après avoir remporté le scrutin avec 86,112% des suffrages. Le général Mamadi Doumbouya est né le 5 décembre 1984 à Banankoroda dans la préfecture de Kankan. Après une expérience en Europe dans les années 2000, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, il rejoint la France et s'engage dans la Légion étrangère. Intégré au 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes, il participe à des missions en Afghanistan. Sur le plan académique, l'homme fort de la Guinée est titulaire de Master 2 en défense et dynamique industrielle à l'université Panthéon-Assas. En 2011, il rentre au pays pour intégrer l'armée guinéenne et devient instructeur. Sur son dossier de candidature pour la présidentielle qu'il a remporté avec brio, il se présente comme expert en sécurité. En 2015, à la suite de l'attentat terroriste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le président Alpha Condé lui confie la mission de créer une unité d'élite capable de faire face à la menace terroriste. Le groupement des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, multiplie alors les formations à l'étranger. Il achève son cursus à l'école de guerre de Paris en 2017 et prend officiellement le commandement du GFS en 2018. Carrure imposante, les Guinéens le découvrent le 2 octobre de la même année à l'occasion du défilé de la fête nationale. Le commandant Mamadi Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialistes en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale, le cours de formation des commandants d'unités à l'école d'application de l'infanterie. Le 5 septembre 2021, à la tête des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya dépose Alpha Condé alors que ce dernier entamait un 3e mandat hautement controversé. Devenu chef de l'État, il promet une rupture avec les pratiques du passé, affirmant que la justice sera la boussole qui devra guider chaque citoyen. Il institue la Cour de répression des infractions économiques et financières et accélère la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009. Bien que peu présent dans les médias, il annonce en décembre 2021
qu'aucun membre du Comité national, du Rassemblement pour le développement, du gouvernement ou du Conseil national de la transition ne sera candidat aux futures élections. Élevé au rang de général en 2024, puis général d'armée en décembre de la même année, Mamadi Doumbouya s'attelle à la finalisation de chantiers majeurs tels que la route nationale Koya-Dabola. Il parvient surtout à relancer le méga-projet minier de Simandou en fédérant les intérêts de Rio Tinto, du Winning Consortium et de Baowu. La première exportation de minerais est symboliquement lancée le 11 septembre 2025 à Morebaya. Sur le plan institutionnel, il dote la Guinée d'une nouvelle constitution adoptée par référendum le 21 septembre 2025 avec 89,38% de oui, faisant intégrer le pays à la 5e République. Après avoir fixé la présidentielle du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya se présente à la dernière minute comme candidat indépendant sous la bannière du mouvement Génération pour la modernité et le développement. Face à 8 adversaires, il est déclaré élu dès le premier tour. Il devient le 6e président de la République de Guinée. Il a été investi ce samedi 17 janvier 2026 au stade de Nongo. Le général Mamadi Doumbouya a été investi président de la République de Guinée. Ce samedi, cette investiture marque la fin officielle de la transition ouverte après le coup d'État de septembre 2021 et l'entrée de la Guinée dans sa 5e République. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains, de responsables institutionnels et de partenaires internationaux. Suivons ses propos. J'en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le futur de la génération. Ma mère reste toujours tendue à toutes les filles et tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes parce qu'il n'y a pas de développement durable dans la Parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participative des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Nos richesses profiteront à tous les Guinéens. Elles serviront à développer notre pays. C'est la raison d'être du programme de développement socio-économique dénommé Simandou 2040. Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination, à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières. Avec ce programme, nous avons fait un choix historique. Transformer nos ressources naturelles en richesses humaines, nos minéraux en emplois, nos rails en opportunités, notre potentiel en prospérité partagée. Simandou n'est pas un projet pour quelques-uns, Simandou est un projet pour chaque Guinéen.
Il appartient au peuple. Il servira au peuple. Guinéennes et Guinéens, le temps d'une action encore plus exigeante est venu. Nous bâtirons des institutions solides, crédibles, au service exclusif de l'intérêt général, en incarnant une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité, la compétence et l'exigence de redevabilité. Je m'engage à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité. L'État reste et restera parce qu'il sera juste. L'autorité sera forte parce qu'elle sera exemplaire. La Guinée a besoin de l'énergie, du génie et de l'audace de toutes les filles et de tous les fils. Restons unis, restons debout, restons fidèles à la Guinée. Parlons sport à présent. Le dimanche 18 janvier restera gravé dans l'histoire du football africain. Le Sénégal a remporté la CAN 2025 face au pays organisateur, le Maroc. La deuxième étoile sénégalaise est désormais au firmament. L'homme du tournoi, Sadio Mané, revient sur les moments forts de cette compétition. Vous présentez ce soir en héros du Sénégal. Vous qualifiez votre équipe encore une fois en finale. Racontez-nous ce soir ce que vous ressentez. Bien sûr, on sait que ça va être un match compliqué. On s'attendait à ça, on connaît bien cette équipe égyptienne. Et donc on a essayé de jouer avec l'expérience, de ne pas forcer, de ne pas les donner les ballons faciles parce qu'il n'y a que ça, il faut nous mettre en danger. Et on a essayé de jouer avec maturité, surtout de ne pas perdre les ballons au milieu de terrain. Sinon, en compte, ils sont dangereux pour les joueurs comme Mohamed Salah et Marmouche. Donc on a essayé de parler avant le match, Koulibaly, Idrissa Gueye, de commander derrière, surtout l'équilibre défensif. Donc c'est ça qu'on a essayé. Je pense que le travail, c'est le travail collectif. Et donc tant mieux. Après, je suis un attaquant. Quand je marque un but pour mon équipe, je suis heureux et je suis heureux pour l'équipe, je suis heureux pour tout le peuple. Mais Sadio, quel but que vous marquez à l'entrée de de réparation. Racontez-nous cette réalisation. Ouais, je pense que j'ai eu un peu de chance aussi, il faut le reconnaître. Parce que c'est un ballon qui est venu de nulle part. Ça a touché le ventre. Du coup, le ballon était bien placé devant moi, donc j'ai eu le réflexe de tirer d'une touche et c'est ce que j'ai fait. C'est cadré, c'est entré. Il reste la finale, c'est sur un match, c'est à jouer et à gagner. Ouais, la finale, on sait comment la jouer. Et je pense que, comme on le dit tout souvent, une finale, c'est à gagner. Après, moi personnellement, je serais très très heureux de jouer ma dernière finale, donc d'une Coupe d'Afrique. Et je vais juste essayer de profiter et surtout à gagner pour mon pays. L'Afrique du Sud pleure ce lundi la disparition de 13 écoliers victimes d'une collision entre le minibus et un camion, ont annoncé les autorités locales dans un communiqué. Un drame qui met en lumière le triste bilan du pays en matière de sécurité routière. Le reportage. C'est une scène d'horreur sur cette route de campagne en Afrique du Sud. 13 écoliers sont morts lundi lors d'un accident de minibus transportant les élèves à l'école au sud de Johannesburg. Sur place, des parents désemparés à la recherche de leurs enfants. L'accident se serait produit quand le conducteur du minibus aurait perdu le contrôle sur le véhicule après avoir voulu doubler des voitures. Selon la police, il est ensuite entré en collision avec un camion. Le bilan des morts est passé à 13 après le décès d'un enfant blessé. Selon le ministre provincial de l'Éducation, les jeunes présents dans le bus lors de l'accident étaient des élèves des écoles primaires ainsi que des lycéens. Les accidents de route sont fréquents en Afrique du Sud. La faute aux excès de vitesse récurrents et le mauvais état des véhicules. En décembre dernier, un accident de bus près de la frontière avec le Zimbabwe avait fait au moins 42 morts, dont des ressortissants malawiens et zimbabwéens.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.